Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Akea. Je suis Anne, créatrice et gérante du bureau de production Akea situé à Rennes. Et aujourd'hui, on va être en mode entretien podcast avec Nicolas Berthou. Nicolas, metteur en scène, notamment dans la compagnie Métis, mais sur plein d'autres choses. Avec Nicolas, donc on travaille à la compagnie Métis plutôt sur un accompagnement mensualisé, administration, production, depuis déjà 5 ans presque. Voilà, mine de rien, le temps passe. Et puis on va étendre petit à petit pour pouvoir, mine de rien, on a subi aussi un peu la crise Covid, puisque je suis arrivée en septembre 2020. Donc là, on commence à un peu débroussailler pour reprendre un rythme de croisière post tout ce truc-là qui s'est passé. Est-ce que tu peux déjà te présenter ton parcours, ce que tu fais? Oui, alors pour mon parcours artistique, on va dire, parce que j'ai suivi deux études en parallèle. J'ai fait une licence de sciences économiques et en parallèle, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique, voilà. Puisque ma maman voulait que j'ai un petit bagage, on ne sait jamais des fois que ça ne fonctionnerait pas dans l'art. Effectivement, on n'est pas toujours obligé de réussir, voilà. Malgré tout, donc j'ai fait ces 3 années de conservatoire d'art dramatique qui m'ont formé à l'interprétation. Donc ça, c'est mon métier de base. Je suis comédien à la base. Et j'ai eu la chance, dès ma sortie de conservatoire, d'avoir été repéré par 2 personnes, une troupe de Saint-Brieuc qui s'appelle le Théâtre du Totem, qui existe encore. D'accord. Avec laquelle j'ai joué mon premier spectacle, Les Bonnes, de Jean Genet, où je jouais le rôle de Solange. Et puis j'ai joué également avec Claude Yersin, qui m'a mis aussi sur scène dans Mariage à Sarajevo. Ça, c'était le premier spectacle avec lui. Et pour le coup, j'ai eu la chance de tourner sur des grosses salles, puisque Claude Yersin était le directeur du nouveau théâtre de Angers, Centre dramatique national. Voilà. Donc j'ai pas trop galéré en fait pour commencer. Et je suis entré pleine balle dans le milieu artistique. Et c'est une vraie chance. On en reparlera peut-être, mais aujourd'hui, je crois que les jeunes, les artistes émergents ont un peu plus de difficultés à pouvoir venir dans le réseau du spectacle vivant. C'est un peu compliqué, notamment après la période Covid qu'on a vécu. Donc voilà, mais pour revenir sur mon parcours, donc mes premiers spectacles c'était 94, donc au siècle dernier. On ne dira rien. Non, on ne dira rien. Donc il y a un peu plus de 30 ans. Pour le coup, et puis j'ai fait différents spectacles avec différentes compagnies et différentes structures pendant 4 ans comme ça. Et puis même si j'ai toujours cette appétence du plateau, j'adore jouer, j'adore interpréter des personnages, notamment des personnages qui sont très éloignés de moi, des méchants par exemple, ça j'adore ça. Et tu le fais très bien. J'avoue que je suis toujours impressionnée parce que c'est vrai que c'est un truc, je te coupe, pardon, mais nous, j'apprends des choses au fur et à mesure parce que on a tellement plongé tête baissée dans l'administration, la production, tenir le coup, tenir la tête hors de l'eau et puis maintenant mettre en place les projets qu'on n'a jamais bien pris le temps de discuter là-dessus sur des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu tardivement que j'ai pu voir certains spectacles, certaines interprétations que tu fais, puisque je te connais plus sur un autre pan que tu vas nous expliquer. Mais à chaque fois, je suis bluffée encore sur les dernières lectures qu'on a eues, juste en mode lecture et musicien. C'est avec mon équipe, on était quand même assez bluffés à chaque fois. Et bon, des comédiens, j'en ai quand même vu d'autres aussi. Et c'est vrai qu'il y a quand même, alors il y a l'expérience aussi maintenant à force, mais je comprends que tu aies pu être repéré dès le début. Il y a un truc qui t'habite en fait, et d'ailleurs c'est la base, hein, on dit toujours c'est ça, mais là on le ressent. Oui, il y a forcément, c'est la base, quelque chose qui nous habite, hein, qui nous tient sur ces plateaux là. Après il y a beaucoup de travail, forcément, parce que malgré tout, et c'est bien de le rappeler, un artiste ne vient pas comme ça sur un plateau. Il a des techniques à apprendre, il a des techniques à parfaire, à entraîner, toujours comme un musicien, tu vois, qui connaît bien la musique. Un pianiste fait ses gammes, et ben un comédien il fait aussi ses gammes dans la diction, dans la mémorisation, dans l'entretien physique, parce que le théâtre c'est aussi quelque chose d'assez physique.
mine de rien, quand on a ne serait-ce que 2 heures à tenir sur un plateau, ou chose que j'ai fait 1h30 en seul en scène, par exemple, il faut que le physique suive. Voilà. Donc c'est tout un travail qu'on doit, comme un athlète, hein, qu'on doit entretenir. Voilà. Et donc ça c'est mon premier métier, on va dire. Et puis donc malgré cette appétence, ce dont je parlais tout à l'heure, j'avais un petit manque et j'arrivais pas à cerner quoi exactement. Et puis au final, après 2-3 ans de tournée avec les compagnies et structures qui m'embauchaient, je me suis dit mais je suis interprète, je suis comédien au service d'une vision scénique, et donc ça je le fais. Puis, si j'adhère à la vision scénique, je fonce à plein. C'est encore mieux. Voilà, je fonce à plein dans cette vision et je fais partie du processus jusqu'au bout. Et au final, je me suis dit, mais c'est peut-être ça qui me manque, c'est proposer ma propre vision d'un texte ou d'une thématique sur scène. Donc là, ça voulait dire passer d'un côté du plateau à l'autre. Et ça ne se fait pas comme ça. Oui, j'allais dire, tu as eu des études, tu t'es formé. Alors, il n'y a pas d'études spécifiques. Enfin, à l'époque, au siècle dernier, il n'y avait pas d'études spécifiques à la mise en scène. Ça existe maintenant, notamment sur les écoles nationales où il y a des cursus qui sont un peu plus dédiés à la mise en scène. Et donc, moi, j'ai été me former auprès de metteurs en scène reconnus. Pour apprendre ce métier en fait. Donc j'ai suivi des formations, mais j'ai aussi suivi des répétitions avec des metteurs en scène, voilà, où je me mettais dans un petit coin, j'observais, je notais et je voyais comment ça se passait, parce que mine de rien la mise en scène c'est effectivement apporter sa vision d'un texte ou d'une thématique, mais ensuite il y a toute une équipe à manager. Et à faire se rencontrer et à faire surtout qu'il y ait une collaboration qui aille dans le même sens. Donc c'est un vrai travail de chef d'entreprise en fait, où le metteur en scène vient utiliser des techniciens et des technicités, parce qu'il n'a pas forcément l'ensemble des technicités. Prenons un exemple sur la lumière par exemple. Dès le départ, moi j'ai fait appel à un créateur lumière, puisque j'y connais rien en lumière. J'ai des sensations, je peux dire voilà, j'aimerais telle ambiance sur telle scène, tel univers, je vois telle image, etc. Mais la créer en lumière, c'est un travail spécifique. Donc là, je fais appel forcément à des gens qui sont les meilleurs possibles dans ce domaine d'activité, ou sur le costume, sur le vidéo mapping, puisque au fur et à mesure des mises en scène, j'ai intégré de la vidéo, ce qui se fait aujourd'hui de plus en plus. J'ai intégré de la danse aussi beaucoup, donc je fais appel à des chorégraphes. Voilà, donc c'est tout un pan de gens qui viennent travailler et à qui on doit donner l'envie de défendre cette vision artistique, de s'y investir totalement, et puis l'envie de travailler ensemble, parce que parfois ils ne se connaissent pas. Alors après, ça c'est aussi le travail du metteur en scène, de faire que les choix soient les plus les plus efficients, en fait, en se disant, bah voilà, telle personne, je pense que ça va très bien aller avec elle, parce que dans son caractère, je sens que ça pourrait apporter quelque chose aussi de supplémentaire à l'autre. Voilà. Oui, finalement, dans les choix de casting, j'ai été confrontée à ça il y a pas si longtemps. Finalement, il y a un côté, il faut que les voix concordent. Je pense, là, c'était sur du lyrique, mais c'est la même chose aussi en comédien par rapport à ta vision des choses. Mais il faut que l'énergie un peu puisse être aussi un peu aller ensemble, et ce côté effectivement de management, de savoir qu'on puisse mettre les personnes ensemble. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'au niveau du public, on ressent quand même un petit plus quand on a une équipe sur scène qui s'entend bien. Alors quand c'est une petite équipe, tant mieux, mais même quand c'est une grande équipe, je trouve que ça fait partie de ce management qui est assez important là-dessus. Ouais, en fait, ça fait tout ça. Oui, je suis assez d'accord. Ça donne un petit supplément d'âme, quoi. Quelque chose qui fait que, alors même si, parce que ça m'est arrivé de jouer avec des gens, alors pas forcément moi, mais des gens qui ne s'aimaient pas, mais vraiment du tout, dans des équipes. Et malgré tout, le spectacle était vraiment très beau. Oui.
Mais au final, quand le noir se faisait, chacun repartait dans son coin. C'était assez étonnant, mais ça peut exister. Malgré tout, voilà, je pense quand même que ce supplément d'âme, quand une équipe est homogène, ça se ressent. Moi, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose d'obligatoire, Non. parce que forcément, vous êtes tous professionnels, il y a tout ce travail derrière, et justement, un bon comédien est censé pouvoir jouer, qui s'entend bien avec quelqu'un, même si c'est pas le cas dans la vraie vie. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a un petit truc non définissable, mais qu'on doit ressentir, mais ça fait le petit plus, ça fait juste la cerise sur le gâteau supplémentaire qu'au niveau du public, on ressent quand il y a une bonne osmose dans les équipes. Et quoi. puis on est sur un travail qui reste dont la matière première est l'humain, hein, quand même. Donc même si après il y a le texte, il y a la musique, il y a tous les artifices que le théâtre peut utiliser, malgré tout la matière première, c'est ça, c'est l'être humain. Et donc moi je m'attache à être au plus près des comédiennes et des comédiens qui sont embauchés par la compagnie ou par d'autres structures si je travaille pour d'autres structures, mais aussi de l'ensemble des équipes techniques. Il faut vraiment que ça soit une osmose et une vraie rencontre en fait. Voilà. Et j'aime bien que tu fasses le point là-dessus, ça me permet juste de faire un tout petit point justement administratif, tout ça, c'est que en fait tout ça c'est reconnu sur le fonctionnement administratif derrière du metteur en scène, puisqu'il y a bien la partie qui est de réflexion en amont, de comment on va travailler le texte, dans quel sens, etc. Où on veut aller en fait, qui est de la partie de création. Normalement, quand on peut le faire en commande de droit d'auteur, il y a la partie ensuite de la diffusion du spectacle sur lequel le metteur en scène a un pourcentage sur les droits de représentation ou les droits de reproduction éventuellement. Et puis il y a le moment où il y a les répétitions et où là on est sur du salariat et du salariat cadre, parce que justement c'est ce côté de le travail, c'est la direction des gens qui sont sur scène. Alors, il y a toujours le cerveau, pour avoir vu, on peut pas dire qu'il y a le amont et puis il y a le cerveau mouline complètement quand on est plus sur place sur les répétitions, mais il y a c'est vraiment, enfin les étapes administratives correspondent vraiment à ce que tu décris au final, parce que c'est en cadre, c'est de diriger les personnes qui sont sur scène, et on a bien normalement quand on peut le faire correctement toutes les étapes de création derrière. C'est ça, encore faut-il pouvoir le faire correctement. C'est ça, on tend à aller chercher tout ça. Et du coup, sur la compagnie Métis, est-ce que tu peux nous dire la compagnie Métis, un peu quelle est l'esthétique, le but Eh bien, alors le but, quand j'ai initié la compagnie Métis, parce que je ne l'ai pas créée, c'est une association, on pourra peut-être en parler après, parce qu'il y a une vie associative qui se crée autour de cette structure. Mais quand j'ai initié la compagnie Métis, c'était au moment où, et c'est en résonance avec notre époque aujourd'hui, c'était au moment où le Front National commençait à grimper, donc 97, 96, 97, là, dans ces années-là. Ça commençait déjà à bien prendre corps dans la société, et qui annoncera après la présidentielle de 2002 où on se retrouve avec Chirac et Le Pen en face à face. Et en fait, à l'époque, ça m'avait profondément choqué. Et puis, moi, je suis un militant dans l'âme. Et en fait, je considère le théâtre comme étant politique. Alors politique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il doit participer à la vie de la cité. Oui. Et participer à la vie de la cité, c'est ne pas amener de réponse, mais amener un débat et un échange. Donc questionner notre environnement sociétal ou social pour que les gens puissent s'emparer de ces débats et échanger les uns les autres. Pour moi, c'est ça l'essence même du théâtre, et c'est ce pourquoi j'ai initié la compagnie Métis, et c'est ce pourquoi j'ai monté un premier spectacle qui s'appelle Des braves gens qui s'aiment de détester ensemble, qui est une citation d'Albert Cohen, et qui est l'œuvre fondatrice de la compagnie en fait. Voilà, c'est un théâtre politique comme je l'entends, c'est-à-dire qu'il vient poser des sujets sur un plateau pour que le public s'en empare
et qu'on puisse après en discuter ensemble. Et c'est notamment pour ça aussi, mais on pourra aussi en parler juste après, qu'autour de tous ces spectacles, on a des échanges en amont et en aval, et on a de l'éducation artistique et culturelle auprès de scolaires, alors collégiens, lycéens, ou sur des maisons de quartier, ou sur d'autres types de publics. Mais en tout cas, j'accompagne toujours des spectacles d'un échange particulier après représentation. Et aujourd'hui, du coup, la compagnie Métis, on est donc dans du théâtre dit contemporain. Souvent avec de l'écriture où tu fais aussi des arrangements d'écriture un peu, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais Ici, c'est ça. Et toujours ce lien avec l'éducation artistique et culturelle et beaucoup de travail aussi avec les collèges, les lycées, mais vraiment dans ce travail de les amener, c'est pas juste on va présenter un atelier, un après-midi, etc. C'est vraiment de les faire travailler une mise en scène, voir le texte en amont sur le dernier spectacle qu'on a, Oui. je dis qu'on a créé, que tu as créé, La liberté du et pantin. voilà, la liberté du pantin, où il y avait même tout un travail de travailler sur le texte avant qu'il travaille sur la mise en scène avec toi. Ouais. Donc ça, c'est toujours des choses au niveau de la compagnie Métis qui te tiennent à cœur. Oui, mais ça participe à ce côté politique du théâtre, c'est-à-dire qu'on va apporter les thématiques auprès des jeunes générations qui sont aussi, pourquoi pas, les plus à même à s'emparer de ces sujets. Et pour le coup, c'est vrai que la compagnie Métis, au départ, moi je l'ai initiée pour faire de la création pure en plateau. Et puis petit à petit, parce que je le faisais aussi à côté, en dehors de la compagnie, on a initié un pan sur le champ de l'éducation artistique et culturelle. Ce qui nous vaut d'ailleurs d'être agréé jeunesse éducation populaire, d'être connu d'intérêt général aussi, par le biais de toutes ces actions. Donc on a vraiment deux formats bien spécifiques, c'est-à-dire la création d'un côté, alors plutôt en salle. Après c'est pareil, je peux développer, mais il y a la salle, et puis petit à petit on a été vers des lieux hors salle en fait, hors lieu de diffusion spécifique de spectacles en salle. Tu es presque en fait précurseur sur pas mal de points. Au final, je me rends compte, mais je me dis ça parce que j'ai écouté très récemment un webinaire sur la cartographie justement de la diffusion spectacle, toutes esthétiques confondues, hors salle, voilà, hors chemin habituel. Et c'est vrai que il y a les deux au sein de la compagnie Métis, le format en salle, la liberté du pantin pour le dernier, et puis un qui commence à être en cours d'écriture, et les plus petits formats finalement transportables en intérieur, en extérieur, voilà, vraiment format transportable. Je sais pas si on dit ça comme ça. Oui, si on peut les appeler comme ça, mais en fait c'est venu très rapidement d'un constat que les saisons s'amenuisaient de plus en plus. Aujourd'hui, enfin moi quand j'ai commencé en tant que comédien, les saisons faisaient de septembre à juin, et on allait sur des Avignons après. J'ai eu la chance de faire Avignon, mais sur un Avignon qui faisait 5 semaines. Aujourd'hui, il en fait plus de 3. Et aujourd'hui, les saisons sont de fin septembre, dans le meilleur des cas, à mai. Donc on a 2 mois qui ont été sabrés là en 25 ans, on va dire. Et donc nous, très rapidement, on s'est dit avec la compagnie, il faut absolument, puisque si on ne travaille qu'en salle, ça va nous faire travailler que sur 8 mois. Donc là, très clairement, le modèle économique ne pouvait pas se soutenir. Donc on a réfléchi à quelle formule on pouvait mettre en place pour travailler aussi sur des mois sur lesquels on ne travaillait pas forcément. Et donc très rapidement est venue cette idée de petites formes, de petits formats, de ce qu'on appelle les lectures musicales, mais qui sont en fait des lectures mises en musique. Et parce que j'aime beaucoup la poésie aussi, et je crois que c'est un art particulier
et qui n'est pas assez développé, enfin que je ne sentais pas assez développé. Et j'ai voulu aussi apporter mon petit coup de projecteur sur ces textes de poètes. Et c'est en 2000, je perds la mémoire, je sais plus si c'est 2002 ou 2004. Bref, dans ces eaux-là, où on a créé avec une amie chanteuse lyrique et puis un ami musicien électronique, un peu une petite forme qui s'appelait à l'époque électropoétique. Et ça, c'était le premier format transportable qu'on a créé au sein de la compagnie Métis, en collaboration avec la compagnie Éoliarp à l'époque. Et ça, effectivement, c'est des formats qu'on pouvait emmener en intérieur, donc sur des médiathèques, sur des bibliothèques, dans des musées, mais aussi sur des extérieurs. Alors, c'est pas du théâtre de rue, hein, on est bien d'accord. C'est des petites places dédiées. Il faut que ça reste très intimiste. Mais oui, on n'est pas sur des grosses jauges. Non, voilà. On reste sur des jauges maximum de 100 personnes. Mais malgré tout, comme on est sonorisé, on peut se permettre d'aller sur des choses extérieures. Et puis c'est des formats, voilà, où on est maximum 5 personnes. En tout cas, c'est comme ça que moi je définis les formats de lecture mise en musique. On est entre 2 et 5 interprètes, entre les lecteurs et puis les musiciens. Et 5 personnes, ça reste des formats, même à 5, ça reste des formats économiquement viables pour des structures comme des médiathèques ou des musées, enfin voilà, qui n'ont pas forcément les moyens financiers de structures de diffusion comme les CDN, Centre les scènes nationales ou même des scènes des théâtres municipaux. Mais qui permet de toucher toujours dans cet esprit de démocratisation aussi du théâtre et quand tu dis lecture, moi je suis presque sur la poésie pour t'avoir entendu, on est sur de l'interprétation de la poésie, pas une lecture comme on peut entendre parce qu'on a des lectures réfléchies, mais là on sent vraiment une interprétation du texte poétique dans ce que tu fais. Est-ce que, parce que c'est vrai que du coup ça l'a fait pas mal de temps, est-ce que tu sais à peu près combien de mises en scène, combien tu as pu en faire Alors j'ai essayé de calculer ça, mais comme ça à l'hurlure, j'ai pas fait le détail. Mais en tout, on va dire, entre les mises en scène de la compagnie avec des comédiens professionnels, etc., plus les mises en scène que je peux faire en option théâtre ou sur d'autres structures, je pense qu'on doit être aux alentours de 200 ou 250 mises en scène. Sur 30 ans. Sur 30 ans. Oui, mais quand même, c'est vrai que ça fait un sacré... faire le calcul précis. Ce serait... Moi, je pense que c'est quelque chose à faire, ne serait-ce que pour la compagnie. Oui, mais pour avoir les chiffres, pour avoir l'impact. Ça peut être super intéressant. J'aime bien, aux grandes dames de ma chérie, je garde beaucoup de choses. Et donc je conserve pas mal de mes mises en scène, etc. Donc je vois à peu près. Mais en tant que metteur en scène, tu es auteur, il faut conserver parce que il y a une durée de protection qui est longue et même pour les enfants, petits enfants derrière à récupérer, c'est important de conserver. Si ça peut te donner une excuse, c'est voilà. Et du coup, c'est vrai que tu parles beaucoup attention au modèle économique et c'est vrai qu'il y a toujours eu. C'est pour ça aussi finalement que la compagnie a pu survivre. Je pense. En tout cas, ça fait partie d'un des pans parce que tu as toujours cette attention de calcul. Tu sais faire tes budgets. Voilà. Nous, on arrive à Kea après pour aider sur l'administration, le suivi de facturation, etc. Éventuellement, maintenant, on va essayer de s'intégrer un peu dans la production, les budgets, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu maîtrises aussi, auquel tu as toujours fait attention. Moi, je t'ai toujours entendu y faire attention. Je sais pas si ça a été déjà depuis le début. Est-ce que dans le montage de l'association, tu as toujours pu être entouré un peu du bureau pour pouvoir répartir les tâches comme on le fait un peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a un bureau actuellement de 2 personnes on va dire qui sont en activité effectivement, qui ont leurs propres activités professionnelles. Donc c'est pas des bénévoles retraités, ce sont des bénévoles qui ont leur activité professionnelle, qui sont pas des spécialistes du milieu artistique, qui viennent pas de ce milieu-là, mais qui ont aussi du coup qui nous apportent une vision de leur propre travail. Et ça c'est ce qui fait aussi la richesse des choses, mais qui sont pas comme on dit fantômes. D'ailleurs ils sont quand même présents. Moi je gère sur certains points pour pas avoir à te surcharger
là-dessus, je peux gérer directement avec certaines personnes du bureau sur certains points qu'on s'est répartis. Et puis, au niveau des budgets, enfin en tout cas, on se répartit les tâches comme ça. Est-ce que ça a toujours resté ça? Est-ce que ça a toujours été simple depuis le début? Est-ce que... Alors, on se confronte, mais comme toute association, au problème du bénévolat, qui est en décroissance. Voilà. Mais ce qui est légitime parce que les gens font énormément de choses. Enfin, donc là, ça devient compliqué. Effectivement, on se retrouve aujourd'hui à n'avoir plus que 2 personnes dans le bureau, mais on ne désespère pas de redévelopper la dynamique. Malgré tout, ces 2 personnes sont très importantes puisque, comme tu le dis, ça me décharge moi de travaux que je n'ai pas normalement à faire. Et ça a été une volonté dès le départ en fait, dès que j'ai initié la compagnie Métis, d'avoir un bureau qui soit engagé dans la vie associative, parce que malgré tout, une structure comme la nôtre est une association. Et il faut qu'elle vive en tant qu'association et avec les règles qui régissent le système associatif. Donc avec des assemblées générales annuelles, des assemblées générales extraordinaires s'il le faut, des bureaux réguliers pour qu'il y ait un suivi régulier. Et puis avant que tu ne sois là avec Akea, l'administration. Alors, au tout début, c'était le bureau qui se chargeait de la comptabilité, du salariat, etc., etc. Comme très souvent, en même temps, on n'a pas tout de suite les moyens, la possibilité d'avoir en mensualisation, après, tout moi, ça. J'étais forcément avec eux sur la production normalement des créations où je savais chiffrer ce qui était un coût salarial pour un comédien. T'avais déjà travaillé sur ça, oui. J'avais déjà travaillé sur ça. Je savais qu'une équipe technique, s'il fallait tant, etc. Je savais. Alors ça, c'est aussi la chance d'être toujours interprète en amont. Je sais combien de temps de répétition il fallait pour créer un spectacle de tant d'heures. Ça, des fois, au début, c'est le plus difficile pour savoir entre l'idéal, le réalisable sur combien on va pouvoir trouver de financement pour, et puis le à minima, on peut pas faire en dessous, sinon on n'aura pas la qualité, et d'avoir quand même, et ce qui devient d'autant plus important aujourd'hui. Alors, j'imagine qu'à l'époque, ça l'était aussi, mais aujourd'hui, à chaque on est en même temps dans une période où on réduit un peu côté finance, et en même temps dans une période où on fait, et heureusement, de plus en plus attention aussi au bien-être du salarié, et qui fait partie des charges de l'employeur. Et du coup, comme tu le disais, une association, c'est un bureau, et donc les responsables juridiquement face à la loi, c'est bien le bureau. Donc c'est toujours la problématique quand on a un bureau fantôme. Moi, voilà. Je ne suis que salarié en tant que metteur en scène. C'est ça. Ou en tant que comédien quand je suis comédien. Mais en tout cas, à chaque fois que je participe à un bureau ou une assemblée générale, c'est sur demande express du bureau. Alors pas du président, puisqu'on n'a plus de président. Enfin, la structure n'a plus de président. Aujourd'hui, il a été fait le choix, comme c'est dans la mouvance actuelle, d'avoir une responsabilité horizontale. Donc on a 2 coprésidents. Et puis qui font le travail après, qui ont des travaux spécifiques à faire. Qui se sont répartis les tâches, mais c'est vrai qu'on a, alors en termes de fonctionnement, on a un mail bureau auquel ils ont accès, et même si j'envoie spécifiquement, par exemple, quand il y a les payes à verser sur le site de notre partenaire Culture Paye, j'envoie le montant à verser à la personne qui est chargée des virements sur le compte en banque, mais je mets en copie le bureau. Comme ça, ils sont quand même continuellement au courant. C'est ça, effectivement, qui permet d'avoir, à la fois, ils ont les tâches réparties, mais comme ils sont co-responsables, ils savent ce qui se passe. Et c'est vrai que ça, ils le suivent, qui est la chance c'est ça. qu'on a sur la compagnie Métis. Mais ça a toujours été, toi, ta volonté de base. Et puis, ça a toujours été comme ça. Alors après, avec des bureaux plus ou moins investis, selon les périodes. C'est vrai que le premier bureau, c'était plus des gens proches de ma famille. Alors ce qu'on a vite arrêté parce que ça aurait pu poser problème auprès d'organismes sociaux. Enfin voilà.
Et puis il y a eu un bureau qui était très investi avec Marc, pour ne pas le citer, qui est resté une dizaine d'années, je pense, en tant que président pour le coup, où là il y avait un suivi très précis. Et puis aujourd'hui, voilà, Benoît et Anthony qui sont aussi tous les deux, bien qu'ils ne soient que deux, font un travail remarquable parce que le suivi n'est pas facile en fait. Mais qui viennent pas du milieu. Surtout, on a pris un temps au début pour leur expliquer les choses, pour qu'ils comprennent. Mais ils ont eu cette volonté et cette capacité de prendre le temps, finalement aussi, d'apprendre et de comprendre ce qu'on faisait pour pouvoir vraiment, effectivement, ils ont la responsabilité, ils en sont conscients. Donc, c'est vrai qu'on a passé ce temps-là au début à leur expliquer le fonctionnement pour que maintenant ça puisse se rouler derrière. Mais c'est vrai que avec cette compagnie, alors j'ai d'autres compagnies sur lesquelles il y a des bureaux actifs, mais c'est vrai que c'est l'une des compagnies sur lesquelles j'ai vu l'un des bureaux le plus, deux bureaux puisque du coup j'en ai connu j'en ai connu deux assez actifs. Alors Marc, n'en parlons pas, on envoyait le message, on avait la réponse dans la seconde. Je pense qu'il était tout le temps sur son ordinateur, mais effectivement d'avoir ces fonctionnements-là, on revient un peu toujours sur la question du management, qui est la management des équipes artistiques, techniques, etc. Mais aussi la répartition des tâches, qui fait partie d'un management de façon générale pour l'efficacité, et puis donner les tâches à chacun sur les bénévoles selon ce qu'ils ont aussi envie de faire, ce qu'ils se sentent en capacité de faire, etc. Ça veut dire qu'en 30 ans, c'est des choses que tu as dû gérer systématiquement. Oui, aussi parce qu'il y a certaines petites formes, notamment où il y a alors une qui s'appelle En un mot comme en vin, qui est dédiée à la vinification naturelle et bio. Voilà, la mise en valeur d'une agriculture responsable, ce qui n'est plus, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on revient en arrière surtout en ce moment, mais bon, on va aller de l'avant. Mais l'idée, c'était de mettre en lumière moi je suis un amoureux de vin, voilà, et je suis un amoureux des gens qui travaillent la terre. Il faut peut-être qu'on le dise, du coup, aujourd'hui, on est à la Maison des associations La Cité à Angers, et la compagnie Métis est basée donc à Angers, donc on est en plein dans le pays angevin, effectivement, donc côté vin, c'est vrai que voilà, en général vous connaissez ici. Et l'idée, c'était de mettre en lumière des gens qui sont respectueux de la terre, en disant voilà, tout en respectant la terre, on est capable de faire des beaux produits. Et puis le vin, c'est quelque chose qui est festif, qui est de l'ordre du partage. Et quand on le rapproche de la nature, on a tout de suite cette idée écologique. Voilà. Bref, l'idée, c'était de mettre en lumière ça. Et donc, on a inventé cette formule de dégustation en lecture musicale. L'idée étant, que sur cette mise en lumière d'un vigneron et de sa pratique, ils viennent faire déguster un certain nombre de vins. Et lors de cette dégustation, on accompagnait cette dégustation de lecture mise en musique. Alors, d'interprétation mise en musique, puisque effectivement, on est un peu loin de la lecture puisque j'interprète les textes. Mais je veux pas chipoter, mais effectivement, pour moi, il y a une petite différence. Il y a une petite différence. C'est ça, interprétation mise en musique. Et pour le coup, qui dit dégustation dit verre à dégustation. Donc nous, la compagnie a ses propres verres, mais ça veut dire qu'il faut les installer, etc. Et là, il y a une équipe de bénévoles qui vient à chaque fois pour mettre la main à la pâte et aider à la mise en place de cette petite forme. Donc c'est vrai que tu as toujours été assez bien entouré. Je crois qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que tu as peut-être un petit tips pour des jeunes comédiens, comédiennes, metteurs en scène qui seraient en train de monter leur association? Alors on a conscience qu'il y a 30 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, mais ça n'empêche que tu t'es adapté aussi au fur et à mesure. Quelle serait peut-être la première chose ou les 2-3 premières choses? La première chose pour moi, c'est d'avoir un bureau investi. Ça, c'est clair, net et précis. Surtout si ils ou elles ont la chance d'avoir des gens qui ont des technicités particulières. Faire de la comptabilité, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui sait tenir un budget ou quoi que ce soit. Quitte à prendre le temps de monter l'association, le temps de trouver les bonnes personnes et de pas se précipiter non plus. Voilà, donc avoir des personnes ressources. C'est intéressant. Voilà, donc ça, un bureau très investi, c'est la première chose.
Et puis après, bah, c'est y aller petit à petit, quoi. C'est même si c'est compliqué, c'est respecter les règles. Donc, comme tu le disais, sur une création de spectacle, quel financement à minima je dois avoir pour que les comédiennes et les comédiens soient rémunérés, pour que mon équipe technique soit rémunérée, pour que si jamais il y a de la production comme Akea, on puisse la rémunérer aussi. Donc voilà, c'est peut-être commencer sur des tout petits cachets ou des tout petits salaires qui sont au minimum syndical, mais respecter ces règles-là parce que c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on fait prendre conscience aux gens que c'est un travail, que ce travail mérite une rémunération à sa juste valeur. Et qu'on peut mettre en place tout le reste petit à petit. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Merci beaucoup Nicolas. Merci. La vidéo arrive à cette fin. Merci d'avoir pu organiser pour qu'on puisse tourner ici à Angers, à la Maison des Associations La Cité. Peut-être justement un petit remerciement parce que là on est dans un local qui appartient effectivement à la ville, au sein de la Cité des Associations, mais qui est prêté au SAS, Structure Artistes Associés et Solidaires, qui est un collectif qu'on a monté en 2005. C'est un collectif d'une 50aine de compagnies du département. Et du coup, on bénéficie de locaux sur Angers, sur Mur-et-Régnier, sur les ponts de C. Donc merci au SAS parce qu'on est aussi dans ces locaux dédiés au SAS. Merci à eux. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura peut-être éclairé et peut-être aussi donné un peu de coup de boost d'énergie. Effectivement, on a conscience que finalement la compagnie Métis a commencé il y a longtemps dans d'autres conditions qu'actuellement, mais il y a la possibilité de mettre en place. Nous, on vous retrouve très bientôt sur d'autres vidéos. N'hésitez pas entre-temps à nous faire vos retours ou à nous proposer des thèmes ou des sujets que vous souhaiteriez qu'on voit aborder dans la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur le YouTube Akea et à très bientôt.